Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans notre bulletin de ce matin, de la mi-journée s'il vous plaît. Le Rwanda est soupçonné de soutenir le M23, cette fois c'est le gouvernement qui l'a affirmé. C'était hier mercredi au cours d'une réunion de crise par le Premier ministre autour des responsables de l'armée et la police sur la situation sécuritaire au nord Kivu, marquée par des affrontements entre FARDC et M23. Annie Akoli nous en parle. Au terme de cette réunion, le porte-parole du gouvernement affirme que des soupçons se cristallisent sur les soutiens qu'apporterait le Rwanda à ces mouvements qui a ressurgi dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas pour ce que nous avons vécu ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain et ce que les étrangers du ont montré. Nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été encore une fois de plus mobilisées pour être sûrs que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Pour attester ce présumé soutien du pays des Kagame au M23, le ministre de la Communication et Médias révèle que des mécanismes de suivi des accords entre la RDC et le Rwanda étaient activés. Une délégation a-t-il indiqué à Kigali pour en avoir le cœur net. Le ministre Mouyaya fonde son soupçon sur le Rwanda sur base de l'arsenal militaire dont disposeraient les M23 sur le terrain des opérations sans avoir le moyen pour tel armement. Par ailleurs, les porte-parole du gouvernement appelaient au calme et au soutien des FARDC. Il a rassuré aussi que le gouvernement suit de près la situation selon les instructions du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Rappelons que c'est depuis le 25 mai dernier que les populations du Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, province du Nord Kivu, font face à des attaques du M23. Ces mouvements rebelles bénéficieraient selon plusieurs langues du soutien du Rwanda en violation des frontières et des accords signés avec la RDC. Contentieux électoral dans la province de la Chopo après l'annulation des résultats du deuxième tour de l'élection de gouverneur proclamant Tony Kapalanja, le conseiller d'État désignant un appel le mercredi dernier a attaqué la décision rendue par la cour d'appel. Ruth Dinanzé nous en parle. Cette affaire des contentieux des résultats des élections des gouverneurs dans la province de la Chopo fait débat. Pour le candidat Tony Kapalata qui est allé en appel contre la décision rendue par la cour d'appel de la Chopo annulant le second tour des élections à l'issue de laquelle il a été déclaré élu. Tony Kapalata s'est opposé à Madame Madeleine Nikomba qui, selon lui, a appelé la Cour à siéger en contentieux des résultats alors que la matière aurait dû faire l'objet d'un contentieux des listes électorales. La pomme des discordes, c'est le fait que parmi les électeurs figure un électeur dont la qualité n'est pas reconnue lors de l'affichage de la liste par la CENI. Tony Kapalata a soutenu l'irrégularité de la décision rendue par le premier juge. Pendant le déroulement de cette audience, le Conseil d'État s'est dit suffisamment éclairé et va se prononcer dans les délais prévus par la loi. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe annonce la probabilité du 5e vague de coronavirus en RDC. Il appelle donc la population au respect des gestes barrières. C'était au cours du rendez-vous hebdomadaire tenu le mercredi dernier à l'INRB. Suivez. Devant la presse, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a affirmé que la République démocratique du Congo risque de connaître une 5e vague de la maladie à Covid-19. À l'en croire, ces derniers temps, la situation était préoccupante dans la province du Lualaba, mais pour l'instant, nous devons nous rendre compte que le virus circule de façon plus ou moins intense même à Kinshasa, a-t-il déclaré. Le docteur Mouyembe a par ailleurs souligné que les personnes vaccinées contre la Covid-19 n'auront pas de problèmes de complications. Pour ce faire, il appelle donc la population au respect des gestes barrières et à se faire vacciner pour une immunité collective. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe a par ailleurs annoncé l'appui de la Banque mondiale en protection d'oxygène. Des usines de production d'oxygène seront installées dans différents centres de traitement de sorte que l'oxygène ne soit pas un problème pour traiter correctement les malades à Covid-19.
La population vivant dans le district de la Tchangou a vécu ce matin un calvaire pour se déplacer. Un embouteillage a été observé sur le boulevard Lumumba dans le tronçon compris entre l'entrée abattoir et le saut de mouton. Les véhicules et les motos n'ont pas circulé librement. La police a été déployée pour réguler cette situation qui est revenue normale. Au Sénégal, à peine venu dans le monde, aussitôt ravagé par un violent incident, 11 bébés ont été consumés par un feu violent à l'hôpital Linguéré mercredi 25 mai. Au court-circuit serait à la base de cet incident. On en parle dans ce commentaire. L'incendie a été causé par court-circuit selon le maire de Tivaouane et le feu a ravagé le département de néonatologie de l'hôpital. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en déplacement en Suisse, a annoncé son retour immédiat au Sénégal. Une enquête est en cours. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital Mam Abdou Aziz Sidabak de Tivaouane. À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a déclaré le président Macky Sall dans son compte Twitter. Il s'agit d'un drame qui en rappelle malheureusement d'autres. En avril 2021, 4 nourrissons avaient péri dans l'incendie de l'hôpital de Liguéré au nord du pays. Le maire de la ville avait alors parlé d'une défaillance dans le système de climatisation. Au début du même mois, une femme enceinte de 9 mois était morte à Louga après avoir attendu la césarienne qu'elle réclamait. À présent, mesdames et messieurs, c'est la revue de presse. Ouvrons la revue de presse. Bonjour Ruth Dinanzé. Bonjour Monica, bonjour mesdames et messieurs. Ouvrons la revue de presse avec l'avenir qui écrit Ruth. Le M23 joue la stratégie de bouclier frontalier. Justement, Monica, selon un expert de la région, les conditions géographiques de la région, des volcans et leurs influences sur les manœuvres militaires du M23 et des FARDC ne sont pas à négliger, précise le quotidien. Les bases de retranchement du M23 se situent dans une région stratégique sur les hauteurs du volcan endormi culminant à 363 mètres où il pleut tous les jours et la température journalière varie entre -1 et 1 degré Celsius. Ce sommet marque le point précis des rencontres des frontières entre la RDC et le Rwanda. Bien sûr, le journal La Prospérité nous parle de la loi électorale de 2022 et ses options rationnelles pour la participation de tous les citoyens congolais au prochain tour élection. Jean-Pierre Bemba et Franck Djongo peuvent de nouveau être éligibles, souligne le tableau. Oui, Monica, selon La Prospérité, cette loi électorale est la meilleure de toutes les précédentes. La prise en compte de cette proposition sera sans nul doute une option qui rendra efficace le scrutin de 2023. Pourquoi, s'interroge le journal, et le quotidien répond également, parce que la présente proposition est la meilleure des lois électorales que nous avions connues en République démocratique du Congo sous Kabila, s'agissant des condamnés politiques qui n'avaient plus droit aux compétitions électorales. Une option a été levée en leur faveur, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, Franck Djongo et Jean Dieu Mindongala, Fidel Babala, Jean-Claude Mouyambo auront de nouveau la possibilité d'être candidats aux prochaines élections si cette proposition sous examen passe. Et le journal La Percée qui nous vient avec un sujet académique. Son bus seront bientôt en circulation. Oui, le quotidien reprend l'entretien qu'a eu le ministre des Transports, Chérubin Okende, avec un groupe d'étudiants. Et lors de cette rencontre, ces membres du gouvernement a expliqué aux étudiants les principales raisons du retard connu dans la mise en circulation effective des bus transacadémiens. Selon le ministre, il s'agit de l'identification de tous les étudiants par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. D'après le ministre, toujours rapporte le journal, les résultats de cette identification sont attendus par son institution afin de savoir exactement qui aura le droit de monter à bord de ces bus afin d'éviter des instructions. Et ensuite, a-t-il ajouté, l'étude des lignes, à en croire Chérubin Okende, il y aura plus de 20 bus pour Kinshasa.
On termine avec la transparence sur une note sportive. La Linafoot, la reprise du championnat à la fois respectée et incertaine. Oui, selon la transparence, à peine publié, le calendrier qui devra consacrer la reprise du championnat de la Vodacom Ligue 1 a été réaménagé avant même son entrée en vigueur prévue le 22 mai dernier dans un communiqué du secrétariat de la Ligue nationale de football publié jeudi 19 mai dernier, voulais-je dire. Le début de la reprise de la compétition est repoussé au 29 mai. Les raisons évoquées dans ces communiqués sont notamment la demande quasi générale des clubs qui vantent les conditions physiologiques de leurs joueurs d'une part et le souci de permettre à l'organisateur de parfaire les routings avec les transporteurs. Merci mesdames et messieurs d'avoir donné votre attention à notre bulletin de la mi-journée. C'est la fin de ce bulletin.